De retour sur le plateau de la Tranche Info sur Canal 10, place maintenant au focus. Et comme nous sommes jeudi, je vous l'ai dit, le jeudi, c'est anthropologie et nous recevons notre expert des humanités classiques africaines, Nusere Kalala Omotunde. Bonsoir Monsieur Omotunde. Bonsoir. Alors, ravi d'être avec vous. Merci, c'est pareil. Sentiment partagé. Et donc, avant d'en venir à notre sujet, qui risque de faire beaucoup parler, à savoir l'origine africaine de la notion de vie éternelle, il y en a beaucoup qui aiment s'y rattacher à cette notion. Donc on va décrypter un peu tout ça, mais j'aimerais quand même que vous reveniez un peu sur l'actualité avec moi. Ce serait ce qui s'est passé en Martinique. C'est vrai que j'en ai beaucoup parlé cette semaine parce que j'ai du mal, on a du mal quand même à se faire un peu à ces injustices prégnantes qui prennent de plus en plus de place dans cette société. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce soulèvement du peuple martiniquais? C'est-à-dire que la chose, c'est que, vous savez, quand on change comme ça de grandes périodes, de grands cycles, les inégalités, les injustices du cycle précédents ne sont plus acceptables et tolérés dans le cycle suivant. Et c'est pour ça qu'on voit qu'il y a des soulèvements contre l'injustice d'une certaine élite qui s'est enrichie avec, je dirais, un parcours qui est assez atypique et dans peu ce honorable. processus, voilà, peu honorable, peu recommandable dans ce système d'enrichissement, et qui pense pouvoir passer, je dirais, à travers les cycles et faire en sorte que certaines inégalités, injustices soient acceptées dans les cycles suivants. Je pense que c'est une remise à plat. Et des choses comme ça sont, je dirais, excellentes pour la philosophie, c'est-à-dire prendre le temps de la réflexion et de comprendre que nous sommes arrivés dans une autre façon de voir les choses, de concevoir le projet du vivre ensemble, le projet de société, le projet de civilisation d'une façon générale, et qu'il faut remettre, je dirais, tout simplement un peu de morale dans les rapports humains et un peu de morale, je dirais, dans les échanges entre les classes sociales. Maintenant, ce qu'il y a de très particulier, c'est qu'on arrive à un moment où les gens ont l'impression qu'on les a menés dans l'impasse et que cette impasse, il n'y a pas de possibilité d'escalader le mur ou d'enlever le mur, et il n'y a pas de portier qui va ouvrir le mur. Dès qu'on arrive là, c'est toujours le début des grandes manifestations, des grandes révoltes, c'est l'envie de tout briser, de tout casser. C'est, je dirais, une notion quand même, et c'est là où on voit à la fois, je dirais, la grande réflexion et l'esprit d'élévation d'une certaine élite qui comprend ça et qui essaye d'éviter l'affrontement. Mais là, on est manifestement avec des gens qui jouent petits, des petits esprits, vous voyez, qui tout simplement se réfugient à travers tout un système de répression qui sont, je dirais, ceux qu'on voit généralement chez nous et qu'on a l'habitude de voir depuis qu'on est tout petit. Et en face, on a un déterminisme qui est quand même assez manifeste, c'est-à-dire que les gens en ont marre. Les gens en ont marre, les gens sont fatigués. Mais il y a la volonté de venir au dialogue, de venir discuter, de venir échanger. Mais est-ce qu'il y aura un dialogue possible quand on a par exemple un gouvernement qui est complètement braqué? On a quand même une année de mobilisation non-stop en France. C'est-à-dire qu'on a une année de mobilisation non-stop avec, je dirais, une vérité qui n'est pas dite, des explications qui ne sont pas données. Et il se passe quand même des choses assez sérieuses dans l'Hexagone, hein, dans des mouvements de protestation. On brûle, on casse, mais on a l'impression qu'il y a quand même des fois deux poids, deux mesures entre ce qui se passe ici et ce qui se passe là-bas. Toujours est-il que la question, c'est est-ce qu'on peut considérer que le débordement est venu des manifestants en Martinique? Manifestement, on a des gens qui sont venus discuter et qui se sont retrouvés confrontés à une fin de non-recevoir. Mais est-ce qu'on peut faire ce genre, je dirais, de rencontre à huis clos? C'est-à-dire, c'est quand même l'occasion pour le peuple d'être présent. Vous savez, au tribunal de Bobigny et dans d'autres tribunaux, à Paris et autres, le public peut assister aux séances. Il n'y a pas une interdiction aux gens d'assister. Normalement, ce sont des choses qui se font justement pour éviter. Parce que quand on commence comme ça veut dire qu'on n'est plus là pour rendre la justice. On a des choses à cacher. Voilà, on a des choses à cacher et défendre des intérêts cachés et des intérêts de certains petits groupes. Bon, maintenant l'attitude du préfet qui doit assumer ses responsabilités et qui manifestement est nommé ailleurs ou par ailleurs, tout ça montre bien qu'il y a quand même une ambiance quelque part un peu nauséabonde. Maintenant, ce que je dirais au-dessus de tout ça, c'est que je pense que les projets de civilisation, en tout cas les projets économiques, les stratégies économiques, totalement inhumaines. On voit ce que ça donne maintenant en termes de réflexion en Australie, puisque maintenant que l'Australie est en train de brûler, on voit des gens qui se disent, mais finalement, vis-à-vis des aborigènes, est-ce qu'on n'a pas été un peu trop loin? Et c'était la même chose l'an dernier avec la Californie qui brûlait. Les gens se disaient, mais finalement, est-ce qu'avec les Indiens d'Amérique, on n'a pas été trop loin? Vous voyez? Bon.
La chose, c'est que je pense qu'il y a un effort de réflexion qu'il faut faire. Et l'effort de réflexion, il est très important. Parce que, en fait, dans ces mouvements, on crée des masses d'énergie, mais des masses d'énergie qui n'ont pas pour vocation de concevoir une stratégie qui permettra, je dirais, à ceux qui se sentent exclus du système de créer leur système. Parce qu'on a l'impression que ceux qui se sentent exclus du système veulent rentrer dans le système. Or, le but, c'est pas de rentrer dans un système. Ce serait d'en créer un autre. C'est de créer un contre-système. Voilà les enjeux. Vous voyez, et c'est là où ça devient intéressant. C'est dans le fait de créer le contre-système où là, ça devient quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire, à quoi bon s'entêter sur une affaire de sucre de canne quand on peut faire du sucre avec du coco? J'ai déjà montré en long, large, en travers que le foufou, il va dans certaines plantes et là où il s'arrête, c'est parce qu'il y a du sucre. Et beaucoup de sucre que nous avons la possibilité de faire ici ne donne ni carie ni diabète. Alors pourquoi s'entêter à, je dirais, forcer la nature à faire quelque chose sur un délai qui n'est pas le délai convenu et qui fait que la molécule de sucre est une molécule, en tout cas la molécule de sucre de canne est une molécule agressive pour l'organisme parce qu'on ne lui a pas donné le temps, je dirais, prévu pour devenir cristal de sucre. Maintenant, la chose qui se passe, c'est qu'on a la possibilité de créer des alternatives. Et je ne comprends pas, je trouve ça très très surprenant, cette volonté de rentrer dans le système tout en combattant le système. Vous voyez, c'est très surprenant. C'est une aberration pour vous de vouloir faire ça? Disons qu'il faut être raisonnable. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est dans le fait. Vous savez, il y a un poids et un contrepoids. C'est comme ça que la balance, elle s'équilibre. Hein. Si vous avez qu'un poids et en face, il n'y a rien, ben, ça crée le déséquilibre. C'est pas ça le but du jeu. C'est-à-dire qu'il faut savoir aussi créer des contre-systèmes de manière à forcer la balance à retrouver son équilibre. Et chaque fois que on s'est assis, on a bâti, je dirais, des réflexions de cet ordre-là, hein, c'était plus intéressant. Moi, je dirais toujours que si on a mis 30 à 80 000 personnes dans la rue pendant 44 jours, si vous faites, même prenons 50 000 personnes fois 44 fois 1 euro, mais des points de vente, des magasins, des centres commerciaux, on avait de quoi en créer au moins une cinquantaine. Vous voyez ce que je dis par là? C'est plus intéressant, je dirais, de concevoir son propre système. Et moi, je trouve par exemple que les centres commerciaux ne sont pas des lieux d'étude de la vie. Moi, j'ai vu des choses. Vous savez, j'ai été invité par des élus dans le Midi de la France. J'ai vu des centres commerciaux qui sont faits par les agriculteurs en plein air. C'est-à-dire que la tomate est encore sur le pied de tomate, la carotte est encore au sol. Vous rentrez, vous choisissez, vous avez un panier. C'est vous qui sortez le fruit de l'arbre et vous mettez dans votre panier, vous pesez, vous payez à la sortie. C'est-à-dire pourquoi vouloir vendre forcément une tomate qui est sortie du sol alors qu'on peut aussi concevoir de nouveaux modes de vente. Mais bien sûr, des lieux où on va prendre son orange dans l'oranger, et ça fait partie aussi un peu de la culture. Moi, j'ai jamais connu faire un jus d'orange où on n'allait pas dans l'arbre déjà prendre l'orange et ensuite presser l'orange. Mais quand on a quelques familles qui contrôlent finalement l'économie de nos îles, est-ce qu'on pourra finalement développer une économie? Beaucoup parlent de tentatives et de boycott en fait de ces grands groupes qui ne laissent pas de place pour d'autres business que les leurs. Vous savez, il y a une chose que je ne comprends pas, c'est que je n'ai jamais entendu le soleil discuter des ténèbres. Parce que le soleil, c'est que quand il va arriver là, ben, il n'y aura plus de ténèbres. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là? La discussion des ténèbres n'existe pas au niveau du soleil. Parce que le soleil, c'est la lumière. Quand il arrive là, il n'y a plus de ténèbres. Donc le but du jeu, c'est pas de discuter des ténèbres, c'est d'arriver là, c'est tout. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là? Le fait d'arriver là, mais bien sûr, vous arrivez là, vous avez votre système, vous le déployez, il n'y a plus de ténèbres. Si vous êtes là et vous discutez des ténèbres qui sont de l'autre côté, je dirais c'est pas tellement ça qui est intéressant. Donc il ne faut même pas s'occuper finalement. Moi je dis que je n'ai jamais vu le soleil discuter des ténèbres, parce que le soleil sait que là, lorsqu'il sera là, il y aura la lumière. Quand il sera là, il y aura la lumière. Où est l'intérêt de discuter des ténèbres? Puisque, vous savez, la chose c'est quoi quant au fond? L'univers s'est conçu dans des oppositions. C'est-à-dire, dès qu'on a parlé du Big Bang, ce sont des oppositions d'énergie, ce sont des oppositions philosophiques, ce sont des oppositions à tous les niveaux. Vous voyez? Mais ces oppositions, c'est pas le fait de faire l'opposition, puisqu'il faut une opposition pour créer de la vitalité, pour créer l'énergie. On voit bien que quand on branche un appareil, on fait plus, moins, moins, plus. Et cela va créer le champ d'énergie. Le problème, c'est pas de créer le champ, c'est de le contrôler, c'est-à-dire de contrôler l'énergie qui émane du champ. Et c'est ça qui était, je dirais, relativement intéressant avec nos ancêtres. C'est qu'ils savaient que si on ne peut pas, je dirais, exclure les oppositions,
mais l'enjeu, c'est de contrôler l'énergie née de l'opposition. Et là, on se focalise sur l'opposition et on oublie que, mais non, l'univers, c'est comme ça qu'il y a le froid, il y a le chaud, il y a le grand, il y a le petit. Tout est opposition. Hein, il y a le fruit sucré, il y a le fruit amer. Mais la chose, c'est qu'il y a la notion de juste milieu, et c'est dans le fait de concevoir justement une réflexion, un système, un projet de civilisation, vous voyez, parce qu'on passe du temps à s'occuper des autres, mais on ne s'assied pas pour concevoir notre projet de civilisation. Et du coup, quand il faut transmettre des choses aux enfants, on ne sait plus quoi faire, puisqu'on ne s'est pas assis pour concevoir ce projet-là. L'intérêt, c'est pas de savoir ce que l'autre fait derrière le mur, c'est déjà de savoir qu'est-ce qu'on fait, nous, devant le mur. C'est ça l'enjeu. Qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire quel est le projet de société, quel est le projet de civilisation, qu'est-ce que nous faisons? Et vous verrez que plus on accordera de l'importance à l'autre, plus il aura de l'importance, moins on accordera de l'importance. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la prison à l'africaine. Il y a des gens qui sont venus m'interroger dans la rue pour un sondage en me demandant est-ce que je connais une boisson qui se boit plutôt en fin d'année, qui est plutôt foncée. J'ai dit oui, ça s'appelle le bissap. On me dit mais le bissap, de quoi vous parlez? Je vous parle d'une boisson qu'on voit à la télévision et qui fait des bulles que tout le monde boit. J'ai dit oui, mais le bissap fait des bulles aussi. D'ailleurs, on appelle ça ici groseille. Groseille. Vous voyez? Exactement. Et la chose, c'est que là où il voulait m'emmener, je n'y vais pas. J'ai dit mais le groseille, c'est un jus qui est foncé. Et je ne vois pas pourquoi vous voulez... Donc l'évidence de l'autre n'est pas forcément là. C'est pas forcément l'évidence de tout le monde. La chose, c'est qu'il a le droit de préférer ça. Moi, je préfère autre chose. Et c'est là que ça devient intéressant parce que ça crée une discussion, ça crée un échange. Vous voyez? Et là, il faut pas oublier. Il faut pas, je dirais, accorder plus d'importance à certains phénomènes de désorganisation de la société, le tout c'est d'avoir cet esprit de constitution, voyez, d'un projet de civilisation intégrant les désirs de tous et permettant à chacun de se réaliser. Et ça, je pense que c'est important. Vous voyez, par exemple, on est toujours dans votre schéma d'avoir une histoire forte. Prenons un exemple. Vous savez, on dit oui, voilà, les bateaux ont du mal à arriver, donc du coup on se retrouve avec une pénurie d'un certain nombre de denrées. Mais c'est excellent, parce que il faut sortir, il faut que nous apprenions à sortir de notre zone de confort. Vous voyez, une société ne peut pas faire de bond en avant, ne peut pas progresser si elle est tout le temps dans sa zone de confort. Ça veut dire qu'il faut rechercher des processus nouveaux, tisser de nouvelles relations. Vous voyez, les gens se disent, bon, est-ce qu'on est en agriculteur? Vous voyez, tout le monde commence à chercher, à voir, et que finalement, c'est dans ces moments-là qu'on se découvre des talents. Donc, ce n'est pas des moments qui portent préjudice à la société, ce sont des moments où la société se prépare à faire un bond, c'est-à-dire à passer au-dessus de choses qu'elle ne pensait pas pouvoir, je dirais, contrecarrer. Et c'est là où ça devient intéressant parce que ça permet de voir qu'est-ce qui, au fond, représente notre projet de civilisation. Vous voyez, la chose, c'est vrai. On dit le fait d'aller au marché, les denrées coûtent cher. Mais les denrées coûtent cher parce que l'agriculteur qui avait l'habitude de faire ça, vous savez, moi, ma grand-mère, quand elle avait les pommes cannelle, mais c'était pratiquement donné. Mais aujourd'hui, l'agriculteur a l'impression... Maintenant, c'est 4 euros le kilo. Mais parce qu'il a l'impression que s'il ne met pas un tel prix, il n'arrivera pas à payer ses factures, il n'arrivera pas à payer son loyer. C'est-à-dire qu'il n'est pas rassuré. Il n'a pas la confiance de la société. Et la société va se renvoyer la balle en disant oui, mais à 4 euros, c'est un peu cher. Mais si on crée le climat de confiance, on le rassure, voyez, on lui montre un intérêt, et que même quand on parle des fruits à l'école, ben, ce sont des fruits qui figurent dans les fruits qui sont présentés aux enfants. Là, il est rassuré, donc il se dit j'ai un avenir. Mais si on ne fait pas ça, il est dans le sauf qui peut. Donc la réponse, c'est d'augmenter les prix. Bon, après, si on dit consommer local, est-ce qu'on peut avoir une télévision locale fabriquée localement ou une voiture fabriquée localement? Je tiens quand même à rappeler qu'il y a un Guadeloupéen qui a fait une tablette tactile et qui a eu quand même, je dirais, un article. Rien ne nous empêche aujourd'hui de fabriquer la télévision qu'on veut ou la voiture qu'on veut. Ce ne sont pas des choses compliquées à réaliser. C'est que nous avons ce qu'on appelle des pensées limitantes. C'est-à-dire qu'on nous a fait croire que à 50 cm, plus aucun Guadeloupéen ne peut passer au-dessus du mur. Dès que surtout ça touche à des domaines d'intelligence. Voyez, quand c'est des domaines sportifs, bon, on a eu des exemples. Dans les domaines de technologie, on voit que là, les choses sont plus cachées. Et pourtant, beaucoup de Guadeloupéens développent de la technologie dans les grands centres de technologie internationaux, puisque certains même me contactent, m'envoient des mails ou m'envoient des WhatsApp. Donc, je vois bien
que ces choses-là, nous les avons aujourd'hui. Mais la technologie de hier n'est pas la technologie d'aujourd'hui, parce que tout a été simplifié. Tout a été, je dirais, conçu dans une logique qui permet non seulement d'avoir le système en miniature, mais on a aujourd'hui des espèces de cartes mères transversales qui peuvent être utilisées dans différents domaines. Et une carte mère, c'est comme un temple égyptien. D'ailleurs, on regarde un temple égyptien. Le temple égyptien, c'est déjà une carte mère. Donc, qui fait que je pense que c'est important que, vis-à-vis des jeunes générations, que nous arrêtions de transmettre des pensées limitantes. Et que nous comprenions que nous sommes des êtres de lumière et nous n'avons pas de limites. Et nous sommes les esclaves de personne. Vous comprenez ce que je veux dire par là ? Dès qu'on a intégré ça, c'est là où on commence vraiment à faire ce que les anciens appelaient ces révolutions en termes de scarabée, accomplir ces scarabées, c'est-à-dire passer à des étapes supérieures. C'est ça le plus important. Et on reste toujours sur votre schéma donc d'avoir une histoire forte, puisqu'on ne parle pas d'histoire pour rien. Une histoire forte donne une culture forte, donne de fait une économie. Ça ne va pas donner, je dirais, le carnaval de Rio bis, parce que là aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, on est en train de s'orienter vers le carnaval de Rio bis, c'est-à-dire qu'on cherche à concevoir un produit touristique, à faire un peu, je dirais, du business. On est toujours un peu dans la copie, vous trouvez ? Mais c'est dans la reproduction. C'est là où se situe la problématique de fond. Parce que l'absence de culture fait qu'on fait les franchises. Vous voyez, quand on n'a pas d'histoire, on n'a pas de culture, on fait de la franchise. La franchise, c'est quoi ? C'est copier ce qu'on a vu l'autre faire. Alors que le but du jeu, c'est de comprendre c'est quoi le mécanisme économique, mais de bâtir son propre mécanisme économique. C'est ça les enjeux. Innovation. Et je peux vous dire qu'on a beaucoup de ressources. Méfiez-vous quand même du potentiel en Guadeloupe. Moi, je trouve que notre potentiel est extraordinaire. Moi, je trouve qu'il est sans limite. Il est sans limite. On les gens font des choses extraordinaires. Même, j'invite les gens, par exemple, le dimanche, à sillonner les routes et à s'arrêter quand ils voient des artistes qui présentent leur œuvre. Parce que c'est la moindre des choses que de s'arrêter 2 minutes pour aller comprendre mais comment cet artiste-là, qu'est-ce qu'il crée, pourquoi il crée, c'est quoi son inspiration. Il y a des choses au bord de la route, des fois extraordinaires. C'est là où, par contre, je trouve surprenant que ces œuvres d'art qui sont faites par des Guadeloupéens soient au bord de la route et ceux qui est made in Taïwan et à l'aéroport. Vous voyez, on se comprend. Très bien d'ailleurs. On va passer, d'ailleurs on parlait de marché justement, et bien si vous voulez chercher des pommes cannelle, n'est-ce pas, si vous n'en avez pas à proximité ou que vous habitez dans les centres-villes, moi je vous conseille le marché à Montréal à Pointe-à-Pitre. Totalement. Il y a énormément de produits locaux 100% guadeloupéens. C'est vrai qu'on peut trouver que c'est un peu cher, mais c'est pas des choses qu'on trouve tous les jours. Franchement, vous serez vraiment surpris. Si on crée une centrale, si on a les centrales qu'on avait avant, on pourra arriver à résoudre ces problématiques-là. Ça viendra. C'est le collectif qui permet non seulement de rassurer, mais de mettre en place des processus durables. L'individualité est un problème dans le domaine économique. Clairement. J'ai même trouvé des rambutans de Trois-Rivières. Je ne savais même pas qu'on faisait pousser ça ici. Sincèrement, j'étais magnifiquement surpris. On va en venir maintenant à notre sujet central pour ce soir, à savoir la notion maintenant de vie éternelle qui viendrait effectivement d'Afrique. Bon, ce qui ne me surprend pas, mais il faudrait quand même expliquer aux téléspectateurs. Totalement. C'est-à-dire que moi, ce que je constate, c'est que la connaissance qu'acquiert une certaine élite, cette connaissance n'est pas mise à la disposition du public, c'est-à-dire n'est pas mise à la disposition des masses. Elle sert à manipuler les masses. Et ça, c'est quand même problématique. Vous voyez, c'est quand même problématique parce qu'aujourd'hui, les gens, il y a une exaspération générale qui fait que les gens ont besoin aujourd'hui de regarder l'avenir et de voir le soleil se lever dans cette direction. Et à force de maintenir des crispations et de forcer les gens d'avoir des comportements qui sont plus des comportements, je dirais, à la saveur un peu coloniale que vraiment permettre à l'humain de se réaliser en tant qu'humain, eh bien on voit que ça crée des problématiques assez négatives. C'est le cas, par exemple, de la notion de vie éternelle. Parce que dans tous les débats auxquels je participe à travers le monde, dans tous les ouvrages scientifiques, les magazines scientifiques, les hors-séries de Nouvelle Obs et compagnie, il y a une constante dans ces documents, c'est que la notion d'immortalité de l'âme, comme disaient les anciens, l'immortalité de l'âme est un concept africain. Et je dirais c'est quelque chose qui est tout simplement dans cet objet qui s'appelle la croix de vie Ankh, qui est la croix de vie éternelle. C'est-à-dire que tous les spécialistes savent que cette notion-là vient de l'Afrique et que la raison pour laquelle il y a eu l'Ancien et le Nouveau Testament, ces réformes religieuses partout, c'est parce que tout autant qu'il n'y avait pas eu le contact avec l'Africain, les gens n'avaient pas pris conscience qu'il y avait une immortalité de l'âme humaine. Et ça, c'est important de l'expliquer, de le démontrer.
Maintenant, en face, il y avait quoi? Il y avait la Sheol, il y avait l'Hadès, il y avait poussière, tu redeviendras poussière. C'est-à-dire que un côté un peu pessimiste, très pessimiste de la fin de la vie humaine, il n'y a pas d'espoir dans l'au-delà. Donc, qui fait que les gens avaient un peu tendance, finalement, à se dire, focalisons sur la vie matérielle parce qu'il n'y a pas de vie immatérielle. Et c'est l'Afrique qui va apporter ça. Et comment l'Afrique va apporter ça? Tout simplement en démontrant qu'un grain, c'est-à-dire vous pouvez prendre par exemple, je sais pas moi, une graine de mangue que vous gardez dans votre poche pendant 3 ans, même 4 ans. Et cette même graine, un jour vous décidez de la mettre en terre. Et au bout de quelques semaines, vous voyez sortir un petit manguier. C'est-à-dire que vous étiez conscient que pour vous, la mangue, elle était morte. Et comment ça se fait que cette mangue-là, qui est complètement sèche, on la remet en terre et là se produit le miracle de la vie et cette mangue morte renaît à la vie. Donc quand on dit la notion de l'immortalité, mais les Africains considéraient cette immortalité comme étant transversale dans le processus de la nature, à savoir que celui qui était venu pour apporter et faire connaître cette idée n'était pas venu simplement pour les hommes, mais pour avoir un processus qui se passe aussi tous les jours dans la nature et que personne ne prend le temps d'observer et de voir. Et c'est d'autant plus important qu'il y a quand même une différence notoire. Quand on vous dit que Jésus est venu sauver l'humanité, vous voyez, bon, le problème c'est qu'il y a avant et après lui. Donc qu'est-ce qu'on fait des gens qui étaient avant ? Puisque s'il est venu pour sauver tout le monde, il aurait dû arriver avant tout le monde. Et là, c'est le cas justement de la théologie africaine. Parce que dans la théologie africaine, on a ce Fils de Dieu qui arrive, mais qui prépare les conditions existentielles de toutes les formes de vie. C'est-à-dire que le principe, c'est de dire que ce n'est pas le fait de créer une forme de vie, mais il faut à boire, il faut à manger, et il y a toute une liste de vitamines qu'il faut pour que cette vie soit équilibrée. Donc il faut créer les conditions existentielles de tout cela. Eh bien, voilà pourquoi, chaque fois qu'on parle de l'origine de la notion de la vie éternelle, on commence en Afrique. Et justement, je voudrais montrer le premier document que j'ai amené, qui est assez probant là-dessus, même si, je dirais, le nom du pharaon n'est pas dit, mais on est dans le tombeau du roi Ounas. C'est important de revenir là-dessus. On part pour le premier document. L'idée que les gens ont aujourd'hui de la résurrection a pris naissance ici, à Saqqara, il y a 5000 ans. C'est donc là où est née l'idée de la vie après la mort? Oui, on pourrait dire ça comme ça. Nous empruntons maintenant la chaussée qui mène au temple d'Amosis. Oh mon Dieu, c'est incroyable! C'est fabuleux, n'est-ce pas? Que racontent tous ces hiéroglyphes? Ce sont des formules magiques ou des incantations religieuses qu'Amosis a fait graver dans la pierre. Quand l'heure était venue de passer de ce monde-ci à l'autre, il devait réciter toutes ces formules et elle lui fournissait des instructions. Lorsqu'il traversait des passages dangereux, par exemple, elle lui disait que faire ou que dire. Que disent-elles précisément? Il y en a une ici qui permet à Amosis, en récitant la formule magique, de triompher des démons. Cette autre-là indique qu'Amosis continuera à s'élever et que son âme vivra éternellement. En gros, celle-ci lui permet d'établir sa domination sur toutes les créatures à tête de démons. Son nom est inscrit sur toute la longueur du mur. C'est ce que j'étais en train de regarder. Il y a plein de dessins identiques. Et ça, c'est son nom? Oui. On peut couper, voilà. Et donc Alors, en fait, là, ça devient intéressant, parce que déjà, on n'est pas dans le tombeau d'Amosis, on est dans le tombeau d'Ounas. Bon. Et la chose qui est la plus importante dans le tombeau d'Ounas, c'est la corrélation entre les textes hiéroglyphiques et la Bible, puisqu'on a les mêmes textes. Et là-dessus, la chose qu'on constate, c'est que le texte sacré avait pour personnage l'individu lui-même. Vous voyez, c'est très important de comprendre ça, parce que la différence, elle est significative. La spiritualité, c'est considérer que quelqu'un veut apprendre à conduire une voiture, on va lui apprendre à conduire cette voiture, et dorénavant, quand il a passé le permis, il conduira cette voiture seul. Donc il pourra faire l'expérience de sa divinité. Vous voyez ? Par contre, ce qu'on a fait avec la religion, c'est qu'on a créé un bus, et il y a un conducteur qui conduit le bus, vous ne savez pas vraiment où il va, il vous raconte des histoires de dormir debout, mais vous êtes dans le bus et vous n'avez pas la possibilité de descendre. Vous voyez ? Et c'est là où on constate que lorsqu'on commence à descendre,
on retrouve, je dirais, la maîtrise de sa vie. Parce que beaucoup de gens sont dans le bus, mais par angoisse d'eux. Ils ont peur de ci, ils ont peur de ça, et on leur donne l'impression. Oui, mais c'est-à-dire qu'on leur donne l'impression que Dieu, c'est un Dieu qui a un bâton et qui frappe tout le monde. À partir, vous voyez, c'est vraiment, je dirais, c'est très petit de croire que un créateur de l'univers, c'est-à-dire quand on n'a pas de connaissances scientifiques, je comprends qu'on rentre dans des bêtises qui n'ont ni queue ni tête. Vous voyez l'affaire? Parce que quand vous commencez à vous élever, à regarder les étoiles, le ciel, le soir, à regarder le ciel et compagnie, vous comprenez que la première chose qui est, je dirais, l'archétype du créateur de l'univers, c'est sa qualité de demeurer dans le silence, dans le calme. Vous voyez l'affaire? C'est quelque chose d'impressionnant. Il y a un adage qui dit que Dieu est dans le silence. C'est dans le silence que se déploie le mouvement. Le mouvement permanent est un silence, mais c'est un silence codifié. Quand on a accès au code, on comprend le livre. Et ça, c'est important de comprendre ça. On se quitte pour une page de publicité et on revient avec notre invité en plateau. De retour sur le plateau du Focus, nous sommes toujours en présence de Nyusere Kalala Omotunde. La thématique de ce soir, c'est l'origine africaine de la notion de vie éternelle. Alors, moi, ce que je souhaite montrer, c'est la faculté qu'on a, enfin que les gens, les spécialistes ont, de trafiquer le fait historiographique ou, je dirais, de mentir. Et ça, c'est important de voir ça. Parce que c'est pas un hasard si on en est arrivé là. C'est parce qu'il y a eu un phénomène. Et c'est là où ça devient intéressant. Napoléon Bonaparte, quand il a fait l'expédition en Égypte, est tombé sur cette fameuse pierre de Rosette. Oui. Donc c'est un de ses soldats qui a découvert cette fameuse pierre de Rosette. C'est très intéressant parce qu'on voit là le fonctionnement un peu métaphysique de l'univers. Pourquoi? Parce que Napoléon, c'est celui qui rétablit l'esclavage physique, mais en même temps, ce qu'il va faire va briser les chaînes de l'esclavage mental, c'est-à-dire l'embrigadement idéologique. Et c'est ça qui va se produire. Je voulais qu'on regarde le document suivant, parce que c'est très intéressant à ce niveau-là, le document 2 sur la pierre de Rosette. Eh bien, on part pour le deuxième document maintenant. Vous pensez que c'est une bonne chose qu'il l'ait trouvée, cette pierre de Rosette? Oui, parce que justement, ils le disent eux-mêmes, c'est-à-dire que le fait d'accéder via Jean-François Champollion au décryptage des Médounétières, donc des hiéroglyphes, a permis de découvrir un récit qui est l'antériorité, c'est-à-dire l'original du texte biblique. C'est-à-dire la vie éternelle, le baptême, un fils de Dieu qui est assis sur le trône de Dieu, qui accorde la vie éternelle, une femme qui est par Immaculée Conception a un fils, ce fils naît le 25 décembre, comme par hasard. C'est-à-dire que là, ça fait quand même un peu beaucoup. Vous voyez? Alors, la chose, c'est comment expliquer cette copie? C'est-à-dire qu'on constate que, en fait, en réalité, les pères de l'Église étaient majoritairement africains. Parce que Alexandre d'Alexandrie, Alexandrie c'est en Égypte, Clément d'Alexandrie, Alexandrie c'est en Égypte, Origène d'Alexandrie, donc il y en a beaucoup. Et donc à Alexandrie, il y avait cette fameuse bibliothèque d'Alexandrie. Et après avoir copié les manuscrits, on a brûlé la bibliothèque, comme ça on pense avoir accompli le crime parfait. Sauf que nos ancêtres, ils avaient gravé sur les parois des murs, donc dans les pyramides ou dans des tombeaux à près de 200 mètres sous terre, les originaux des textes. Et ces originaux sont beaucoup plus anciens que les textes notifiés sur le papyrus. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il n'y a pas photo. Maintenant, il va y avoir ce qu'on appelle un chevauchement, c'est-à-dire un chevauchement entre cette tradition de la vie éternelle, du monothéisme, du Dieu unique, Netcherwa qui veut dire le Dieu unique, vous voyez? Netcherwa. Voilà, Netcherwa, et tous ces nomades patriarcaux qui vont chercher à se sédentariser. C'est-à-dire ce qu'on appelle les Sémites et les Indo-Européens, ce sont des peuples issus du nomadisme. Et dans ce nomadisme, il y avait des croyances multiples. Et quand ils vont commencer à se sédentariser, ça va être le processus maintenant de transformation de l'idée du polythéisme en monothéisme. Et qui va permettre ça? C'est l'Afrique. Parce que l'Afrique a toujours considéré que Dieu c'est le soleil. Et il y a un seul soleil dans le ciel. Donc il n'y a pas eu de discussion sur est-ce qu'il y avait 25 dieux ou 2 dieux. La chose, ça a été très simple. Lorsqu'il fait nuit, s'il y a un prétendant qui veut prendre la place de Dieu, pourquoi il n'est pas là? C'est-à-dire, où est son disque de lumière
qui fait qu'il décide que voilà, Dieu n'est pas là, puisqu'il ne veut pas l'affronter quand il est là. Mais au moins quand il n'est pas là, affronte-le. Et c'est parce que la nuit, il faisait nuit quand le soleil n'était pas là, que tout simplement, je me dis non, vraiment, il y a un seul créateur de l'univers unique. Donc il n'y a pas eu ce genre de discussion, les histoires de trucs inutiles on vous voit, qu'on vous raconte dans la Bible. Chez nous, ça n'a jamais existé. Vous voyez, il n'y a jamais. C'est-à-dire que l'idée du Dieu unique, c'est impressionnant comment c'est ancien. Et tout de suite, le fait d'avoir pris le soleil, Ramessou, celui qui a été enfanté par le Déus, c'est-à-dire la lumière solaire. C'est ça que ça veut dire Ramsès. Vous voyez, et beaucoup de noms vont porter ce nom de Ra, de Ré, qui tout simplement manifeste la caractéristique du Dieu unique. Maintenant, le chevauchement, c'est intéressant de le voir à travers l'autre document. Parce que c'est là où on voit que les Européens vont commencer à s'emparer de ces concepts-là, voyez, et qui vont commencer à bâtir une théologie, mais avec l'aide de certains Africains qui connaissaient, je dirais à travers certains rituels initiatiques, des connaissances qu'on va voir bizarrement dans la Bible. On part pour le 3e document maintenant. Chose en commun pour ne pas dire une pâle copie. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir que les environnements créent des systèmes différents en termes de comportement social et de nature de relation avec la création. Quand on voit justement qu'il y a une idée, un comportement qui se généralise, c'est parce qu'il y a un facteur de diffusion. Et ce facteur de diffusion qu'on ne dit pas, c'est que l'Afrique a toujours considéré qu'elle avait la mission de civiliser l'humanité. Et on le voit sur certains textes, sur certains graphies, certaines iconographies. Il y a d'ailleurs les Grecs, tels que Diodore de Sicile, en parlent beaucoup. Ce besoin de sortir l'humanité du cannibalisme et de la bestialité, mais aussi de la matérialité, pour permettre, parce que la matérialité va entraîner l'individualité. Donc il fallait que vraiment... Ça fait 2000 ans qu'on l'expérimente. Voilà, il fallait véritablement comprendre que c'est dans le collectif que se trouve vraiment la nature humaine, pas dans l'individualité. Vous voyez ? Donc ça, c'est important de pouvoir le comprendre. Et effectivement, on voit que ces idées se diffusent parce qu'il y a des individus, il y a des prêtres, il y a des gens qui sont envoyés, il y a des écoles de savoir et de sagesse qui vont parcourir l'humanité, qui vont revenir. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, vous avez des écoles de sagesse qui parcourent cette humanité, qui partent d'Afrique, qui parcourent l'humanité et qui reviennent. Parce que jusqu'à aujourd'hui, le seul individu qui peut raconter l'histoire de tous les peuples de la planète, c'est l'Africain. Parce qu'il était là des centaines de milliers d'années avant tout le monde. Et il a vu arriver tout le monde. Vous voyez, quand on vous dit par exemple que dans le Sphinx de Gizeh, il y a la table des nations, où on raconte l'histoire de tous les peuples, pourquoi toutes ces choses-là ne sont pas portées à la connaissance du public? Parce qu'il y a des intérêts géopolitiques et des égos de civilisation qui se sont constitués de prix, et les gens ne veulent plus dire la vérité, c'est-à-dire comment les choses ont commencé. Donc voilà une réalité. Maintenant, je voulais montrer le document suivant, parce que vous allez voir, il se produit quelque chose d'assez intéressant. Je vais le commenter, parce que là, c'est là où ça devient vraiment intéressant, parce que vous allez voir quelque chose de fulgurant. Et là, il faut regarder les documents réels pour pouvoir comprendre ça. Parce que, en fait, on s'aperçoit dans tout cela, vous voyez, ça c'est la couverture de mon ouvrage, le tome 3, on a ici, je dirais, l'élévation du Fils de Dieu, mais les deux images sont identiques. Donc forcément, la deuxième image est une copie de la première. Parce qu'il y a trop des éléments marquants. Vous voyez, dans l'histoire de l'art, on voit bien qu'il y a eu copie, ou en tout cas, la première a servi de source d'inspiration. Regardez le monde de la Bible, on vous dit une vie après la mort d'Osiris à Jésus. Là, c'est pas moi qui ai fait ça. Mais on reconnaît que le concept de vie éternelle, de Fils de Dieu, ça a été inauguré en Afrique, et que tout simplement, ce Jésus n'a repris que l'archétype. Maintenant, regardez ici ce jugement. Donc on est dans le chapitre 125 du texte sacré africain. La personne, elle est décédée, on va effectuer le jugement du cœur. Donc on va mettre son cœur d'un côté de la balance, de l'autre côté il y a la plume de la matte qui est l'étalon divin du Saint-Esprit de l'époque. On va noter le résultat de la pesée, mais regardez, après la balance, il est présenté devant le Fils de Dieu qui va lui accorder la vie éternelle, c'est-à-dire qu'il va lui accorder ce principe-là. Et regardez le texte dans le tombeau d'Ounas. Ankef, il est vivant, c'est Ounas, il n'est pas mort. Et vous avez, il est vivant, Jésus-Christ, il n'est pas mort. Sauf qu'il y a plus de 2300
500 ans de distance, d'écart entre ça et cette notion de vie éternelle, elle est là. Donc on ne peut pas dire que Jésus est celui qui est venu apporter la vie éternelle, c'est écrit partout. Mais c'est le signe qui est le plus représenté. Regardez le personnage là, ce prince, qu'est-ce qu'il a autour du cou comme médaillon? Il a la croix de vie. Or, la croix de vie, c'est la vie éternelle. Et c'est quelqu'un qui a vécu avant le christianisme. Donc on ne peut pas dire que, vous voyez, voilà le symbole avec la fleur de vie osirienne et ce symbole de vie éternelle. Donc on ne peut pas dire, il faut être quand même un peu sérieux, que c'est un apport du christianisme ou des occidentaux, c'est faux. Mais moi, je voudrais qu'on puisse mettre le document suivant, parce que vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir ce qui va se passer dans le document suivant. D'où l'importance de maîtriser la connaissance. Le document suivant, il n'y a pas? Ah, Si. visiblement. Ah, normalement, il y a un dernier document. Ah, peut-être que j'en ai copié que 4. Et un cinquième. Oh. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais montrer dans ce cinquième document? Il y a un documentaire à la télévision qui parle donc du livre de la résurrection, donc, dit par les Occidentaux, le livre des morts. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'individu, donc il faut une mise en scène, l'individu arrive devant la balance. Il donne son cœur, on met son cœur sur la balance et on met la plume de Math en face, donc qui représente les talons divins. Une fois que la balance est stabilisée, on considère que effectivement c'est un juste, donc c'est une sainte personne. Et qu'est-ce qui se passe dans le documentaire? Eh bien, vous voyez une grande porte qui s'ouvre avec une lumière, et on dit que cet individu, par la pesée de la balance, a le droit d'accéder à la vie éternelle, et il se dirige vers la... Voilà, c'est ce document-là d'ailleurs. C'est ça qu'il faut... Est-ce qu'on peut le passer, ce document-là? On peut l'avoir. Voilà. Dans un moment pareil, une personne a besoin d'être calme et prête à ce qui va se passer. Elle doit ne faire qu'un avec ses sentiments. Or, pour les Égyptiens, le cœur était le siège des sentiments. Donc il est justifié. C'est-à-dire que voilà l'escroquerie. Donc vous êtes au paradis. Enfin, on est dans la scène du jugement, puisque Annie est censé être un défunt. Il est jugé par des noirs, puisque manifestement, tous les êtres divins dans l'au-delà qui gèrent la pesée, le jugement, sont noirs. Bon, c'est une pensée du monde noir, mais on met quelqu'un qui n'est pas noir. C'est la première chose. Mais la deuxième chose qui est plus grave, c'est qu'à la sortie de la pesée de son cœur, normalement, il doit être présenté devant le Fils de Dieu. Je vous ai montré le papyrus de cet individu. C'est-à-dire, son papyrus montre qu'il y a une scène où il est présenté devant le Fils de Dieu, qui est assis sur le trône de Dieu, qui est Oussiré, et il doit recevoir la vie éternelle. Comme ils savent qu'ils sont en train de concevoir une embuscade, voire une escroquerie intellectuelle à grande échelle, on le fait sortir de la balance et se diriger vers la vie éternelle, comme si c'est ça qu'il y a sur le papyrus. Vous voyez ce que je veux dire par là? Eh ben, c'est là où je dis qu'il faut quand même comprendre ce dont nous parlons. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'on a des lacunes de connaissances, on se fait carrément mener en bateau. Et les gens, ça fait quand même quelques temps, ça fait 5 siècles, vous voyez, 500 ans, ça fait long, que nous sommes menés en bateau en ce qui concerne tous les domaines de connaissances. Et que parce qu'on ne sait pas lire les hiéroglyphes, on n'a pas appris, parce qu'on ne connaît pas les classiques de l'histoire antique, on ne connaît pas l'histoire aussi des migrations des peuples, c'est-à-dire ceux qui étaient nomades patriarcaux et ceux qui étaient sédentaires matriarcaux. Comment on ne connaît pas ça? Eh bien, vous êtes abusés parce que le système veut défendre le christianisme par l'escroquerie. Et c'est là où on dit, mais attendez, c'est quoi cette affaire? En fait, depuis le début, c'était une escroquerie organisée. Et c'est Napoléon Bonaparte qui a rétabli l'esclavage, qui a permis de nous permettre, en fait, nous a permis de voir que c'était une escroquerie, par le truchement peut-être de Jean-François Champollion, mais d'accéder à la lecture. Vous savez, quand vous lisez un texte égyptien, et que vous voyez, je suis le chemin, la vie éternelle, nul ne peut aller vers le Père sans passer par moi, et que vous voyez ça écrit en hiéroglyphe, vous savez quelle est la portée de ce texte-là dans la copie occidentale faite par les pères de l'Église, vous dites que c'est quand même dommage qu'on prive l'humanité, je dirais, de sa liberté, de sa conscience, en créant un endoctrinement idéologique religieux qui fait que les gens sont tout simplement
des esclaves, c'est-à-dire on fabrique à grande échelle des cerveaux d'esclaves au lieu de fabriquer des hommes libres et des femmes libres capables de pouvoir la destinée positive de l'humanité, c'est-à-dire une destinée de lumière. De toute façon, c'est important de souligner. L'endoctrinement de toute façon qui arrive à son terme, ça, on en est conscient, les nouvelles générations Totalement. Alors, ne prennent pas ce genre de version bizarre. Par rapport à la notion d'ancêtre, il faut savoir que quand l'ancêtre est justifié, reconnu comme une sainte personne, dans la tradition, il y a des choses qui se passent, c'est-à-dire qu'il a son esprit lumineux qui va aller au royaume des cieux, mais sa force vitale, son bas, peut décider de rester auprès de sa descendance pour pouvoir l'aider. C'est parce que les Occidentaux n'avaient pas de contact avec leurs ancêtres, puisque c'était des nomades, qu'ils ont inventé l'affaire d'Ange Gardien. Et nous, je dirais les sédentaires, parlent d'ancêtres. Regardez, vous allez voir tous les peuples sédentaires à travers la planète vous parlent d'ancêtres quand les nomades vous parlent d'Ange Gardien. Et vous créez des personnages et compagnie, avec des ailes et compagnie, alors que pour nous, c'est d'une évidence mathématique que ce sont nos ancêtres lumineux, justifiés, glorifiés, qui viennent tout simplement nous aider dans la vie de tous les jours. Alors c'est pour ça qu'on dit que nous sommes nos propres ancêtres, les Martiniquais justement, on tenait beaucoup cette chanson-là lundi, tu es moins ancêtre pas qu'à moi. Oui, parce qu'il y a le phénomène de réincarnation. Vous savez, j'étais au Cameroun et ce que j'ai vu et entendu était très très intéressant. Je dirais les traditionalistes camerounais disaient que dans la perception africaine, tout le monde doit retourner au paradis parce que tout le monde est parti du paradis. Voyez, et qu'il n'y aura pas ceux qui vont aller en enfer et les autres machins. Il faut que tout le monde y retourne. Mais comme il y a des gens qui ont fait des choses qui ne sont pas bien, il y a des cycles qui sont des cycles de remise à niveau, de réinitialisation pour permettre à cette âme de se purifier. Et chaque nouveau cycle doit lui permettre d'avancer dans cette purification parce que lui aussi doit rentrer. Vous voyez que la pensée africaine est très loin du dogmatisme des nomades patriarcaux guerriers, je dirais, qui ne laissent pas un jour passer sans faire la guerre à quelqu'un. Sur la réincarnation, j'aimerais bien qu'on ait Ah oui, mais il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire beaucoup de gens se rendent bien compte qu'il y a une vie après la mort. Au niveau des ancêtres aussi, ça c'est important. Merci beaucoup en tout cas, Niosere Kalala d'être venu sur ce plateau. Rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Très bien. Merci encore une fois, chers téléspectateurs. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Sur les réseaux, j'ai vu effectivement qu'on disait qu'ils adorent cette émission. Eh bien, c'est loin d'être fini. Voilà. On va continuer à rétablir des vérités. Et comme dit M. Omotunde, justement, on parle d'histoire pour avoir une histoire forte, pour avoir une culture forte, pour aboutir à une économie forte. Merci encore. Merci. À demain.